J'ouvre le débat. Je ne vais pas vous solliciter pour un échange entre vous parce que vous avez l'habitude d'échanger entre vous. Vous connaissez chacun vos territoires. Mais j'aimerais que le public, l'assistance, pose des questions. Madame. Moi, je me demandais... Le micro. Moi, je me demandais, dans le cadre d'une GPA, quand les parents d'intention, les parents commanditaires, il peut se passer des choses le temps d'une grossesse, ne prennent pas possession du bébé qui finit quand même par naître. Juridiquement, il a quoi comme filiation? Qu'est-ce qui devient cet enfant? J'ai une difficulté, c'est que ma boule de cristal s'est cassée ce matin. Il est ce que dit la situation du pays dans lequel il est né. La GPA est interdite en France, la question ne se pose pas au regard du droit français. Donc il faudrait connaître le droit ukrainien des contrats. On a bien vu, c'est une location d'utérus. Donc je ne connais pas le droit des contrats ukrainiens, le droit des contrats californiens, indiens. Alors l'Inde a fermé les portes de la GPA étrangère, internationale. La GPA est désormais circonscrite en Inde pour éviter ces usines qui avaient été mises en place et ce tourisme procréatif. Il semblerait que ces portes-là se soient fermées. Donc la réponse, elle va être dans le droit de ce pays. On a eu des questions qui ont été posées. Au-delà du droit des contrats, c'est c'est abominable ce que je vais dire, s'il y a un contrat de cession de bébé ou un contrat de location, y a-t-il une garantie des vices ? Y a-t-il une obligation de prendre livraison à la délivrance, de prendre livraison la mère biologique et gestationnelle, la femme qui accouche, au regard de la législation, des différentes législations, bénéficie-t-elle de la possibilité de l'abandonner, d'accoucher sous X, lorsque les parents d'intention ne prennent pas l'enfant? Donc je suis désolé, j'ai pas de réponse, et la réponse, elle est systématiquement dans le droit interne du contrat qui se déroule. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que très souvent les parents d'intention ne sont pas conscients de cela, y compris au regard de leur propre filiation parfois. Monsieur Hédon. Pardon, monsieur. Oui, excusez-moi, simplement pour signaler qu'il y a au moins, à ma connaissance, 3 cas, mais il doit y en avoir plus, mais 3 cas qui sont très bien documentés, de difficultés liées à ce que, malgré le diagnostic prénatal, dont l'obligation est marquée dans la plupart des contrats de GPA, des enfants sont nés avec des malformations importantes et que les parents concepteurs, géniteurs, ont refusé d'en prendre livraison. Donc il y a au moins 3 cas de cette situation. Une question, monsieur Lao, et ensuite monsieur Hédon. Oui, ma question s'adresse à M. Winter et peut-être un éclairage de M. Viala si ma question a quelque sens. C'est Monsieur Winter, vous avez beaucoup redéfini la notion de père et de paternité. Personne ne sait ce qu'est un père. Ça a été déconstruit depuis Freud. Il est réel, symbolique ou imaginaire. Et le père doit exister dans la parole et la pensée de la mère. Et j'ai beaucoup écouté cette première partie de votre exposé avec en tête la notion de couple homoparental et notamment de couple de femmes qui voudraient accéder à la procréation médicalement assistée. Et je me posais la question parce que quand j'écoutais cela, je ne voyais pas ce qui s'opposait à ce que la mère non porteuse est la définition de père. Et du coup, la question est, est-ce que quand vous définissez ou quand vous expliquez la paternité comme vous l'avez fait, est-ce qu'il y a nécessairement masculinité associée à paternité? Pour ne pas tourner autour du pot, je dirais oui. Maintenant, c'est un oui qu'il faut relativiser en prenant en considération justement le fait que
d'une part, on ne sait pas très bien définir ce qu'est un père, et que d'autre part, on ne sait pas non plus très bien définir ce qu'est la différence des sexes. Mais c'est pas parce qu'on ne sait pas définir avec précision ou avec une rigueur indiscutable, voire scientifique, un fait, que ce fait disparaît pour autant. Donc je réponds oui à votre question. Il s'agit qu'il y ait reconnaissance du fait que, pour l'instant en tout cas, la conception et l'engendrement sont le fait de la rencontre d'un homme et d'une femme, même si on ne sait pas définir, je le répète, avec rigueur de quoi on parle, mais il y a un réel dont la particularité est justement qu'on ne puisse pas le cerner, au moins avec les mots. Ce que vous proposez de dire, qui ne m'est pas indifférent, croyez-le bien, d'autant plus que je pense que tout ça est une affaire signifiante, c'est-à-dire qui se joue dans le langage, ça ne m'est pas indifférent, mais pour autant, je maintiens que le réel doit être pris en compte dans son articulation avec l'ordre symbolique. L'ordre symbolique, c'est tout simplement le langage. N'y voyez rien qui ait un rapport avec l'ordre policier ou avec l'ordre étatique. Alors pourquoi est-ce que les choses me paraissent être de cet ordre-là? Parce que ce que vous proposez me paraît être une atteinte au langage. Et que l'atteinte au langage, ça consiste justement à pouvoir faire entendre à des enfants... Alors, je sais que dès que je parle d'enfants, on ne sait plus très bien de quoi on parle, parce que un enfant, ça a 2 ans, ça a 4 ans, ça a 6 ans, ça a 10 ans, etc. Donc, il s'agit de savoir de qui on parle, et c'est très compliqué. Mais en tout cas, amener un enfant à pouvoir considérer que la compagne de sa mère, c'est son père, c'est l'introduire à une conception du langage où celui qui parle maîtrise le sens des mots. Et ça, c'est extrêmement troublant et confusionnant. C'est confusionnant à un point que vous n'imaginez pas. Mais ça ne concerne pas que la question que vous posez. J'ai eu à recevoir, par exemple, une jeune fille à qui il a été dit, dès son plus tendre âge, je ne saurais pas vous dire à quel âge, il a été dit, tu appelleras ta mère biologique, enfin celle qui t'a mis au monde, maman. Quant à l'autre, tu l'appelleras aussi maman, mais avec son prénom, parce que c'est ta deuxième maman. Or, permettez-moi d'approfondir la réponse à votre question. Or, qu'on puisse avoir une deuxième maman, ça on le sait depuis la nuit des temps. Sauf qu'on a toujours su que quand on parlait de la deuxième maman, on était dans le registre de la métaphore. Quand on disait « c'est ma deuxième maman », parlant de sa nourrice par exemple, c'était une métaphore, et personne ne s'y trompait. Et quand quelqu'un s'y trompait, les psychiatres, voire même les psychanalystes, avaient vite fait de dire « mais s'il confond la métaphore et la réalité, c'est qu'il est psychotique », au sens où la psychose, c'est de prendre les mots pour des choses. Or là, le risque que nous encourons, c'est de voir imposer à l'enfant de ne plus prendre en compte la dimension métaphorique du langage, quand on a à en faire usage. Par exemple, ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire, pour le dire avec un exemple simple, un psychotique, c'est quelqu'un qui ne boira jamais de l'eau dans un verre, parce qu'il aura entendu dire qu'on peut se noyer dans un verre d'eau. Donc cette dimension-là, qui témoigne juste d'une absence de capacité à métaphoriser les choses, si elle est imposée par la loi, eh bien c'est tout simplement les repères que nous donne le langage pour parler qui sont abolis. Alors on me dira, et on me l'a dit par exemple en commission des lois au moment du mariage pour tous au Sénat, ah oui mais le langage, monsieur, on me l'a dit à moi, on l'a dit à d'autres psychanalystes, monsieur Winter, le langage, il a toujours évolué. Les mots ne sont pas fixes. Ah oui, sauf que les mots qui désignent la parenté, eux, ils sont fixes. Eux, ils ne subissent pas d'évolution. Le père, la mère, le frère, la sœur, etc. Et depuis longtemps, il y a des gens qui essayent de tricher et de jouer avec ça.
Je terminerai ma réponse à votre question, même si peut-être je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, en vous disant, ben voilà, c'est une question d'insertion de chacun d'entre nous dans la fonction symbolique. Il se trouve que, de fait, par accident, je l'ai dit tout à l'heure dans mon exposé, par accident, un enfant peut être élevé, c'est-à-dire éduqué, avec amour de temps en temps, avec un sens de l'éducation de temps en temps, par deux femmes ou par deux hommes ensemble. Je n'y vois aucun inconvénient. Mais on est là dans le cadre de la parentalité. Moi, je vous parle du cas de la filiation et de la reconnaissance de la filiation. Et l'autre raison pour laquelle j'ai des doutes, je vous dis les choses de façon très affirmative, mais croyez bien qu'au fond, je ne suis pas si sûr que ça de moi, mais quand même, l'autre raison, c'est que un enfant et des parents, c'est pas juste un petit milieu comme ça, deux parents, un enfant, et puis voilà, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Quand on dit qu'un enfant peut avoir pour père la compagne de sa mère, il se trouve que cet enfant, il n'est pas privé d'un papa, c'est pas le problème, encore une fois, il est privé de la filiation des pères qui ont abouti à ce qu'il soit conçu par une femme. Et que donc il est privé d'une certaine façon de toute la transcendance que représente ce que j'appelais tout à l'heure le désir permanent du père mort depuis la plus haute antiquité. Je pense que chaque intervenant va vouloir intervenir sur cette question. Alors, dans l'ordre, Philippe Descamps. Très, très rapidement, il y a une chose, parce que je comprends très bien la question du monsieur, à vrai dire. Et j'entends aussi tout à fait ce que vous dites. Hein, et effectivement, si Jacqueline et Paulette ont un enfant et qu'elles disent eh ben, Jacqueline est ton papa et Paulette est ta maman, oui, il risque d'être assez psychotique, on est bien d'accord. Si, vous aviez parlé effectivement vous avez parlé de psychose quand même. Alors moi, si je vais voir mes enfants en disant tu as vu, ta maman a une nouvelle robe aujourd'hui, oui, je pense qu'ils vont avoir un bug. On est bien d'accord. Simplement, je trouve que du coup, là, quand vous répondez à cela, vous caricaturez un tout petit peu la chose. D'abord, ces parents, on n'est pas obligé de les appeler papa et maman, et chaque parent peut avoir une fonction, et je reviens au symbolique, une fonction qui est celle dite de père, et l'autre celle dite de mère, et parfois en plus, chacun un peu des deux. Non mais ça c'est parce que vous connaissez pas ma mère, mais je vous jure. Non mais ça n'a rien à voir, là c'est la question, ce que vous posez, c'est la question de la fonction, la question de la parentalité. C'est pas le sujet. Évidemment que, en tant qu'analyste, j'ai affaire à des familles dans lesquelles les mères occupent une fonction paternelle et des pères qui portent la robe. Et des mères dont on dit qu'elles portent le pantalon. Bien sûr, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la filiation. Le sujet, c'est la reconnaissance des places. Effectivement, on n'est pas obligé d'appeler son papa papa et d'appeler sa maman maman. Là-dessus, il n'y a pas photo. Hein, simplement, je voudrais faire remarquer, je me souviens d'un petit garçon qui appelait son papa par son prénom et sa maman par son prénom. Et les parents, d'une certaine façon, de façon incidente, s'en étaient plaints en disant il n'y a pas moyen de l'amener à nous appeler papa et maman. Et alors, à un moment donné, le père, après plusieurs entretiens, a été amené à dire à son fils, mais tu vois, non d'ailleurs je dis que c'est le père, en fait c'est la mère qui a dit ça. Tu vois, mais parce que justement c'est extrêmement sensible, je vous l'ai dit tout à l'heure, par où ça passe, c'est très compliqué de le dire. Hein. Mais en tout cas, la mère donc a été amenée à dire à l'enfant, tu vois, tu es la seule personne qui peut nous appeler papa et maman. Tous les autres nous appellent par nos prénoms. C'est un privilège que tu as. Tu t'en sers ou tu t'en sers pas, c'est une autre affaire. Mais c'est un privilège. Toi seul peux m'appeler maman. Tous les autres peuvent m'appeler Jacqueline, etc. Et ça a eu un effet de résonance pour l'enfant, qui du coup... Et ce qui est intéressant, c'est la jubilation qui s'en est suivie. C'est-à-dire que la mère a témoigné, dans l'entretien suivant, que le soir, alors qu'il était seul dans sa chambre, elle l'a entendu, dans son lit,
répété avec une espèce de jubilation, de jouissance intense, papa, 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 comme si tout d'un coup il s'intégrait avec jubilation, papa, maman aussi, hein, les deux mots qu'il ne disait plus, comme s'il s'intégrait cette possibilité. Mais encore une fois, ça ne tient pas à la relation, parce que quand nous en parlons les uns et les autres, là, depuis tout à l'heure, mais dans d'autres congrès, nous parlons comme si les histoires de filiation s'arrêtaient au papa et à la maman. Mais les histoires au papa de la réalité et à la maman de la réalité. Mais c'est bien plus profond que ça. Et les troubles auxquels nous avons affaire, les troubles psychiques auxquels nous avons affaire comme cliniciens, sont certes inscrits dans la relation papa, maman, l'enfant, mais quelquefois papa, maman, l'enfant, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les signifiants qui ont circulé de génération en génération jusqu'à l'enfant, à l'insu de tout le monde. Car ce qui se transmet dans le refoulement, se transmet pas de façon consciente. Or, nous parlons de la filiation comme si elle était toujours consciente. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Madame Thierry. Oui, je crois que personne parmi nous n'a le privilège de s'interroger sur la filiation. Tout le monde, je vais considérer que tout le monde s'interroge sur la filiation, que personne n'a une position surplombante, que tout le monde comprend un peu la complexité du problème. Hein. Et ce que j'ai essayé de faire devant vous, c'était en 25 minutes évidemment, de montrer que sur une pratique qui se fait depuis déjà un demi-siècle, on pouvait avoir, en écoutant justement ce qu'en disent les enfants nés de ces procréations médicalement assistées avec don, on pouvait avoir un point de vue très critique. Donc il ne s'agit pas d'être béat avec les bons sentiments derrière, etc. Et vous avez entendu que le cœur de la critique, c'était d'avoir rendu donc, à un enfant son histoire, on peut dire, inracontable, de l'avoir privé de l'accès à une partie de son identité narrative, et très concrètement par l'effacement d'un certain nombre d'actions qui avaient eu lieu, d'actions humaines, hein, ou en les transformant en autre chose que ce qu'elles avaient été. Donc, ce qu'il me paraît important, c'est de ne pas séparer les choses, c'est-à-dire comment peut-on être aussi peu interrogatif sur ces pratiques qui existent depuis longtemps, et tout à coup, quand il s'agit de l'homoparentalité, quand il s'agit de la GPA, tout à coup, alors, se multiplient les discours qui ressemblent à ce que vous avez dit, c'est-à-dire très peu de connaissance des faits, beaucoup de mots faits pour disqualifier à l'avance, et on en a entendu beaucoup tout à l'heure. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est la chose suivante. Nous sommes héritiers, contrairement à Jean-Pierre, je ne crois pas que les mots qui désignent la parenté sont fixes. Et pourtant, j'approuve beaucoup de choses qu'il dit, hein, mais ils ne sont pas fixes. Par exemple, nous sommes héritiers d'un modèle, on pourrait dire matrimonial de filiation, dans lequel le mot parent voulait dire à la fois trois choses. Celui qu'on appelait un père, moi je reste à des choses très banales, hein, j'entre pas dans l'inconscient, mais ce qu'on appelait dans la société un père, c'était à la fois celui qui avait endossé le statut de père, celui qui était titulaire du statut juridique et symbolique de père dans la parenté, donc le père du droit, le père de la parenté, et en particulier qui était lié à l'enfant par les droits, les devoirs, les interdits de cette relation particulière instituée dans la parenté. C'était aussi le géniteur de l'enfant, hein, et c'était également celui qui élevait l'enfant dans sa maison. L'hypothèse du modèle matrimonial, c'était que toutes ces dimensions de la parenté, pour l'homme comme pour la femme, devaient être rassemblées sur une seule tête. Un père, une mère, pas un de moins, pas un de plus, tel était l'idéal. Bien sûr, ça n'était pas toujours le cas, mais quand ça n'était pas le cas, par exemple, le mari n'était pas le géniteur, ou le mari n'élevait pas l'enfant dans sa maison, etc., bon, on faisait comme si, en tout cas, tel était le modèle. La question qui s'est posée, c'est d'abord une interrogation sur ce qu'on faisait à force de vouloir maintenir à tout prix ce modèle-là, ce sens donné au mot de la parenté. Par exemple, nous avons beaucoup travaillé sur l'adoption. Pendant longtemps, justement à cause de l'idée l'adoption doit imiter la nature, et en particulier donc s'inscrire dans ce modèle matrimonial, on organisait des adoptions, mais on les cachait à l'enfant. L'enfant n'avait pas accès à son dossier, il ne pouvait pas savoir quelles étaient ses origines, etc. Et c'est encore ce qu'on fait sur la PMA. On organise
des naissances issues d'un engendrement avec 3 personnes et on les maquille en procréation du couple. Donc ce que je veux dire, c'est que le problème qui est posé, à mon avis, c'est un sens effectivement différent qui peut être donné au mot père ou mère dès lors qu'on admet de reconnaître qu'il y a des situations dans lesquelles il y a eu plus d'un homme et d'une femme dans la conception ou dans la vie d'un enfant. Donc ce n'est pas des choses très compliquées, c'est la réalité. C'est-à-dire, si on organise des engendrements avec tiers d'honneur, il y a eu plus d'un homme et d'une femme dans la conception d'un enfant. Même si par ailleurs il faut du symbolique, comme l'a rappelé... Là c'est très concret. Plus d'un homme et d'une femme dans l'histoire d'un enfant, c'est les enfants abandonnés et adoptés. Plus d'un homme et d'une femme dans l'éducation d'un enfant, c'est les familles recomposées, etc. Donc la question qui nous est difficile, c'est celle-là. Ça, des définitions qui, par hypothèse, étaient rassemblées sur une seule personne, peut en quelque sorte se diffracter sur 2 personnes ou 3 personnes. Et ça, c'est difficile. Et je pense que la réalité nous oblige à affronter cette situation. Et ce que je plaide, c'est simplement qu'on cesse de la dénier, de la masquer, et qu'on la reconnaisse comme telle. Et c'est ce que font d'ailleurs en général les familles dont on parle avec des mots aussi dépréciatifs que ceux que j'ai entendus tout à l'heure. Les couples de femmes qui ont eu un enfant par PMA avec un don de sperme sont extrêmement soucieuses du discours qu'elles vont tenir à l'enfant sur sa conception. Il n'y a aucun couple qui soit plus attaché, un type de couple, on va dire dans les enquêtes, plus attaché à permettre à l'enfant l'accès à sa propre histoire que les couples de femmes. Donc ça ne veut pas dire qu'elles le sont toutes. Il y en a qui souhaitent que, par exemple, l'enfant n'ait pas accès à ses origines, comme beaucoup de parents hétérosexuels. Mais dans l'ensemble, elles le souhaitent beaucoup plus. Et ça fait 20 ans que les enquêtes le montrent. Et on les accuse du contraire. Vous voyez, faisons attention à ces sujets entendons que le défi qu'on a du mal à penser, c'est justement que les mots qui désignent la parenté ne sont pas fixes. Ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi, mais ça veut dire qu'entre procréation, engendrement et filiation, justement, il peut y avoir une complexité. Cette complexité, elle n'est pas irracontable. L'enjeu majeur pour les parents, c'est est-ce que je peux me tenir face à l'enfant dans une attitude de responsabilité, respondez-vous, je réponds de mes actes, et lui raconter l'histoire de sa conception, l'histoire de sa naissance. Et quand vous connaissez des couples gays qui ont eu recours à des GPA que j'appelle moi éthiques, et je le dis devant vous parce que je me tiens auprès de ces couples et auprès de ces enfants ces couples extrêmement attachés à l'éthique, et qui sont tellement malmenés dans la France d'aujourd'hui, dont on parle avec des mots on traite leurs enfants comme des choses, on dit que ce sont des choses, on les portraiture dans des paniers de supermarchés, alors que ces enfants, pour moi, ont des noms, ont des visages, que je vais aller pas plus tard que dans 15 jours à un mariage de 2 hommes, et que vont venir à ce mariage la gestatrice de leur enfant américaine, son mari, ses enfants, parce que ces gens-là ont été capables de former une nouvelle grande famille, extrêmement respectueuse des places de chacun, etc. Donc, tous ces gens dont on parle, pour les traiter comme des chiens, comme des gens qui n'ont qu'une idée, c'est d'esclavagiser les femmes et de traiter les enfants comme des choses qu'on vend. Voilà. Moi, je me tiens près de ces gens-là et je me tiendrai aussi longtemps qu'on en parlera dans ces termes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gestations pour autrui qui sont effectivement une atteinte aux droits des femmes. Nous avons organisé en novembre le premier colloque scientifique sur cette question avec l'Institut national des études démographiques. Jamais on n'avait montré autant comment les appétits qui existent dans le monde font qu'on peut effectivement se servir de femmes en difficulté comme de simples incubateurs vivants, on va dire. Mais ça n'est pas parce que ça existe qu'il n'existe pas aussi d'autres situations. Sur les questions des enfants, je dois le dire, il y a des cas de trafic d'enfants qui vont bien au-delà dans l'horreur que la gestation pour autrui. Des enfants qui, parce qu'il y a des appétits, des pauvres, des riches, des mafias, qui sont enlevés, arrachés à leurs parents, enlevés dans des crèches à la naissance pour aller les vendre, etc., qui aurait l'idée de dire, parce qu'il y a des trafics d'enfants, on va interdire l'adoption internationale éthique. Non, on dit l'adoption internationale éthique est possible et ça n'est pas le trafic d'enfants, on va les distinguer. Donc faisons attention à la façon dont, je vous rejoins, on parle au mépris de la connaissance de la complexité des situations.
Reconnaissons que les mots père et mère sont en évolution. Ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'un enfant qui a eu des géniteurs et des parents, eh bien, a le droit d'avoir une histoire dans laquelle il y a des géniteurs et des parents. Qu'un enfant qui a été abandonné, ça n'est pas la même chose qu'un enfant qui a été désiré et qui est venu au monde justement par la coopération de gens, personne ne l'a abandonné et tout le monde a agi ensemble pour qu'il existe. Vous voyez, faisons attention au sens des mots. Bon, j'en profite pour porter un témoignage de gynécologue obstétricien. Ce matin, je disais qu'en tant que gynécologue obstétricien, on ne voulait pas prendre position sur des sujets de société. Mais on a pris position vis-à-vis de la GPA. Et pour des raisons tout à fait professionnelles que je vous expose en 2 mots. Premièrement, pour la femme elle-même. Parce que la grossesse n'est pas anodine et l'accouchement est un moment à risque. Donc on a estimé, je vous le fais très court, que là, il y avait une sorte de mise en danger potentielle donc, du corps d'autrui et que donc on n'avait pas le droit de dire que c'était complètement anodin et de le laisser passer comme ça. Puis la deuxième raison, c'est pour des raisons, alors là tout à fait professionnelles, de responsabilité. Parce que la responsabilité du gynécologue obstétricien face à la grossesse et face au moment crucial de l'accouchement, je trouve être découplée par le fait qu'il n'y a pas qu'un seul partenaire, c'est-à-dire la patiente qui est en train d'accoucher, mais il y a l'autre couple qui attend l'enfant. Et là, on a eu peur, professionnellement, d'être pris dans un maelstrom juridique intenable. Et donc, on a pris position, dans l'état actuel des choses, contre la GPA. Merci de votre témoignage, il était d'importance. Madame, une dernière question. Oui, merci. Merci pour la qualité de toutes ces interventions. Vous avez partiellement répondu à ce que je voulais faire comme question et remarque. Madame Théry, en pensant par-delà bien et mal. Et je trouve ça tout à fait formidable parce qu'effectivement, même si d'un point de vue personnel, on peut avoir une envie, parce que ça correspond à nos valeurs morales, d'être contre, par exemple, la GPA, en tant que professionnel de santé, on est obligé de penser, et c'est complètement vain. La tragédie grecque nous a montré combien il est vain de lutter contre le réel. Il faut penser la réalité qui advient telle qu'elle nous arrive. Et je crois que la question, effectivement, elle est dans toute sa complexité. Il ne s'agit pas de l'annoncer comme une tragédie. Monsieur Winter, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus, parce que vous l'avez un peu présenté à l'instar des problèmes liés à l'adoption comme étant des problèmes avec un bémol par rapport à ce que vous imaginez de ce que nous annonce la GPA. Ça ne supprimera pas les repères, ce sera d'autres repères pour ces enfants-là, je pense. Même si c'est pas simple, vous disiez, nombreux sont les adoptés qui paraissent aller bien. Nombreux sont aussi les gens non adoptés qui paraissent aller bien. Ça ne veut pas dire qu'ils vont bien. Ça, c'est pas un argument. Hein, Une question. On ne peut pas faire une conférence de plus. Non, Posez une question et... je veux dire que la façon dont on présente la GPA ne peut pas être une question morale. Il faut parce que c'est votre point de vue, mais c'est pas ce qui intéresse la pensée des praticiens. En l'occurrence, il ne s'agit pas de morale, il s'agit d'éthique. Et puis c'est pas mon point de vue. La morale, c'est pas mon point de vue. Ça existe la morale. Vous avez donné certes quelques arguments psychanalytiques que j'entends bien, mais au-delà oui, certes, le langage a une fonction importante. Certes, c'est un fait. Oui, certes. Non, pas certes, c'est comme ça. Mais le langage n'épuisera jamais le réel, monsieur. Et je crois qu'il faut. Ce qui est important, c'est de changer les schémas des pratiques. Mais je vois pas pourquoi les pratiques professionnelles ont besoin d'être réinventées, et même si elles sont contrariées par la réalité. Mais non, si elles sont contrariées par la réalité fera retour d'une façon fracassante. Je veux juste dire quand même que GPA éthique, comme le soutient Irène Théry, pour moi c'est un oxymore. La GPA, c'est pas éthique, donc je vois pas comment la GPA pourrait être déclarée éthique. Comme s'il y en avait une qui ne serait pas et une qui le serait. Voilà.